Salut la machine, j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment calculer les contraintes normales et les contraintes tangentielles dans le cadre de sollicitations simples. Allez, c'est parti. On va commencer par étudier deux sollicitations simples que sont la traction-compression. C'est la même chose, si ce n'est que dans traction, l'effort allonge la poutre, tandis qu'en compression, il va la comprimer, et le cisaillement. Ces deux sollicitations-là vont avoir leurs formules qui sont assez proches. Mettons donc que je tire sur une poutre avec un effort F et que la section transversale, donc la section tirée de la poutre, a une valeur S que je vais pouvoir exprimer en fonction des dimensions de la poutre. La contrainte qu'il va y avoir dans le matériau, sigma, est égale à l'effort divisé par la surface. La contrainte sigma, qui est une contrainte normale, s'exprime en mégapascal si l'effort est en newton et la surface en millimètres carrés. En résistance des matériaux, on utilisera plutôt ce système d'unités-là que le système d'unités standard international. Mettons par exemple que je l'écrive en standard international. La contrainte sera en pascal. Le problème du pascal, c'est que c'est une unité qui est très faible. L'effort en newton et la surface en mètres carrés. Effectivement, dans un système technique, il y a assez peu de chances pour que la surface d'une pièce tirée fasse 1 mètre carré. La plupart du temps, ça fait quelques dizaines de millimètres carrés. De ce fait-là, le système international, ici, n'est pas très bien facile à utiliser. Ensuite, le cisaillement. Eh bien, j'ai des efforts qui vont être transverses, qui vont venir travailler, eux, une section transversale, qui est en fait finalement la même contraction-compression. La seule chose qui change, c'est d'une part la nature des sollicitations, d'autre part les directions des efforts extérieurs. De cette direction des efforts extérieurs, on va avoir une sollicitation qui s'appelle une contrainte tangentielle, que l'on note tôt. Elle va être égale, cette contrainte tangentielle, à l'effort de cisaillement, qu'on appelle aussi l'effort tranchant, divisé par la surface. Le système d'unité est le même qu'au-dessus. La contrainte est en mégapascal, l'effort tranchant en newton et la surface en millimètres carrés. Pourquoi la poutre résiste en traction-compression? Je n'oublie pas de le comparer à mon critère de résistance. Il faudra donc que pour qu'il y ait résistance, que la contrainte soit inférieure ou égale à la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité. Et d'autre part, pour qu'ici il y ait résistance dans le cisaillement. De la même manière, il faudra que tau soit inférieur à la limite au glissement qui est égale à RE sur 2 multiplié par le coefficient de sécurité. Pour rappel, la limite au glissement sous notre RG est égale à RE sur 2 dans le cadre du critère de 13K. Mettons maintenant qu'on va avoir une poutre qui est en flexion. La flexion, c'est ce qu'on avait appelé une sollicitation simple. Cette poutre en flexion va subir un moment fléchissant qui sera le plus élevé au niveau de l'encastrement, c'est-à-dire ici. Si j'ai une distance L entre mon effort et mon encastrement, je vais donc générer un moment fléchissant que je vais nommer MF, qui est égal à la force multipliée par le bras de levier, c'est-à-dire L. Si j'exprime ma force en newton, mon bras de levier, je l'exprimerai plutôt en millimètres, ça me donnera donc un moment fléchissant en newton millimètre. Une fois que j'ai obtenu ce moment fléchissant-là, je vais pouvoir vérifier la résistance de la poutre à cet endroit-là, l'endroit qui a le plus de chances de rompre. Donc, pour pouvoir vérifier cela, je vais utiliser la formule de la contrainte. Je sais que c'est une contrainte normale, sigma. Elle est égale au moment fléchissant divisé par IGZ. Le IGZ, c'est ce qu'on avait appelé le moment quadratique. On va voir à quoi il est égal. Et ce IGZ, on va le diviser par la demi-hauteur de la poutre. Si la poutre a une hauteur qui fait h, il faudra qu'on le divise par h sur 2. Et ça me donnera donc la contrainte
maximale à l'intérieur de la poutre. Il faudra donc vérifier le critère de résistance, c'est-à-dire que mon sigma doit être inférieur ou égal à RE sur S, comme pour la traction. Maintenant, on va voir à quoi correspond ce moment quadratique. Ici, je vois que je l'ai marqué IGZ. Le Z veut dire selon l'axe des Z. Si je trace l'axe des Z comme ceci, et que je repère la section de la poutre, je vais avoir deux types de moments quadratiques simples que l'on va pouvoir étudier. Le moment quadratique d'une section, là je retrouve l'axe Z, parallélépipédique, et le moment quadratique d'une section circulaire. Si mon axe Z est comme ça, la hauteur de la poutre par rapport à la flexion ici est notée H, que je retrouve là, la profondeur de la poutre qui est selon la direction du Z, B, ce qui me donne donc un moment quadratique IGZ qui est égal à BH3 sur 12. Cette valeur-là est à connaître. Si maintenant je sollicite une poutre qui est un cylindre en flexion et que l'axe Z est ici, il n'y a pas de distance transversale, il n'y a qu'une dimension qui est le diamètre D, et à ce moment-là, le moment quadratique est égal à pi D4 sur 64. Au niveau du système d'unité, si mon moment de flexion, je le mets en newton-millimètre, il faudra que mon moment quadratique, lui, soit exprimé en millimètres 4. Effectivement, on a les formules de moment quadratique, si je mets des millimètres ici et des millimètres là, je vois bien que c'est homogène à des millimètres 4, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un moment quadratique, quadratique comme 4. La hauteur, la demi-hauteur H, elle, je la mettrai en millimètres, comme ça je suis homogène à tout le reste, et ma contrainte ainsi déterminée sera en mégapascal. La dernière sollicitation simple à étudier ensemble est la torsion. Mettons que j'ai une poutre, si je place son axe longitudinal ici, et que je nomme O l'intersection entre une des sections de mon cylindre et cet axe longitudinal, je lui applique autour de cet axe longitudinal un moment. On va dire que ce moment va s'appeler le moment de torsion. La formule de la contrainte va nous donner une contrainte tangentielle, tau, qui est maximum pour n'importe quel endroit le long de la poutre, ça n'a pas d'influence, et elle est égale à moment de torsion divisé par I0, c'est ce qu'on appelle le moment quadratique polaire. I0 parce que c'est le moment quadratique autour du point O, divisé par la demi-hauteur de la poutre. Eh bien, la demi-hauteur de la poutre, c'est D sur 2. Le moment quadratique polaire, lui, n'a qu'une seule valeur. I0 est égal à pi D4 sur 32. C'est la moitié du moment quadratique de tout à l'heure pour la même section, mais cette fois-ci qui n'est pas fléchie, qui est tordue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir étudier avec cette formule-là que les poutres qui sont cylindriques. Dans le cadre où les poutres tordues ne sont pas cylindriques, malheureusement c'est un petit peu plus complexe que ça et on ne pourra pas l'étudier ensemble de manière simple. Au niveau du système d'unité, eh bien, si ma contrainte, je cherche à la déterminer en mégapascal, il faudra donc que je mette un moment de torsion en newton-millimètre, un moment quadratique polaire, les quadratiques, donc c'est encore du millimètre 4, je le vois ici, si D est en millimètres, le moment quadratique est en millimètre 4, et ma demi-hauteur en millimètres. J'ai maintenant tout le nécessaire pour pouvoir vérifier la résistance de cette poutre tordue. Il va falloir, pour vérifier la résistance, que la contrainte de cisaillement maximum dans la poutre soit inférieure ou égale à la limite élastique divisée par 2 fois le coefficient de sécurité. Pour rappel, RE sur 2 était égal à la limite au glissement dans le cadre du critère de Tresca, qui sera celui que l'on utilisera dans le cadre de sollicitation simple. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. On avait différentes formules en fonction de la nature des sollicitations que l'on allait avoir. Les formules les plus simples étaient les formules de la traction, compression et du cisaillement. Effectivement, les formules prenaient la même forme. C'était comme une formule de pression à l'intérieur du matériau, la force divisée par la surface.
D'ailleurs, le résultat est lui-même homogène à une pression. On a des contraintes en mégapascal qui nous sont données. Attention juste, dans le cadre du cisaillement, à bien regarder quelle est la surface qui est cisaillée. Ce n'est pas forcément la surface la plus évidente à voir. Tandis que quand j'ai une poutre qui est tirée ou qui est comprimée, c'est assez rare de faire l'erreur de se tromper de surface qui va être tirée ou comprimée. La chose à laquelle il fallait quand même faire attention au niveau du cisaillement, c'était de comparer la contrainte de cisaillement à RE divisé par 2 fois S. En tout cas, pas directement RE divisé par le coefficient de sécurité, mais un petit facteur 2 qui apparaît parce qu'on n'est pas sur le même genre de contrainte. La matière n'est pas sollicitée de la même façon. Effectivement, en cisaillement, la matière va glisser, alors qu'en traction-compression, la matière est étirée ou comprimée. Elle ne va pas se comporter de la même manière. Tandis qu'en traction-compression, je prends la contrainte, elle doit être inférieure ou égale à la limite élastique divisée par un petit coefficient de sécurité. Dans le cadre d'une poutre qui est fléchie, il fallait déjà, première chose, calculer le moment de flexion à l'endroit qui avait le plus de chances de rompre. Donc là, il faut utiliser notre bon sens, faire l'effort multiplié par le bras de levier, voire faire une étude statique, dans le cadre où je n'ai pas un simple encastrement. Une fois que j'ai trouvé ce moment de flexion, je vais pouvoir l'exprimer en newton-millimètre. Ça nous simplifiera les choses dans les calculs de résistance des matériaux. Je vais dire que la contrainte maximum est égale au moment de flexion divisé par IGZ, lui-même divisé par la demi-hauteur de la poutre. Alors il faut regarder ce qu'est la hauteur de la poutre, la hauteur par rapport au sens de l'effort, donc ça me donne H sur 2. Cette contrainte est à comparer à la limite élastique avec un coefficient de sécurité. Le moment quadratique polaire prenait l'expression de deux formules en fonction de la forme de la section qui allait être fléchie. Et enfin, pour terminer, on allait étudier une poutre qui était tordue. Dans le cadre d'une poutre tordue, la formule est assez proche de la formule de flexion. Simplement, la contrainte ici est tangentielle. Ce n'est pas un moment de flexion, c'est un moment de torsion. Ce n'est pas un moment quadratique, c'est un moment quadratique polaire. Il faut bien le diviser par la demi-hauteur. Effectivement, la contrainte varie en fonction de là où je suis dans la poutre et elle est maximum pour cette valeur-là, pour la demi-hauteur. Le moment quadratique polaire, eh bien, il n'y en a qu'un à retenir dans le cadre de la torsion. On ne va pas étudier en torsion les poutres parallélépipédiques, on va étudier que les poutres cylindriques. Ça sera donc pi d 4 sur 32. Alors là, il faut vraiment faire attention, on a bien deux moments quadratiques qui apparaissent. Le moment quadratique polaire pour la torsion, pi d 4 sur 32. Et le moment quadratique de flexion, donc pour la flexion, dans le cas d'une poutre cylindrique, qui est égal à pi d 4 sur 64. Il y a un petit coefficient 2 qui traîne. La contrainte est une contrainte de cisaillement, une contrainte tangentielle. Elle n'est pas comparée directement à la limite élastique. Il y a un coefficient 2 qui traîne, qui est dû au critère de Tresca, qui nous dit que RE sur 2 est égal à la limite au glissement du matériau. La vidéo se termine ici. Félicitations d'être arrivé au bout.